Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le premier épisode de ma première série audio Quelques petites morts. Voilà, c'est une vidéo qui s'écoute plus qu'il ne se regarde. On va écouter ensemble le mastering. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Et donc c'est parti. Donc on va juste écouter le mastering. Je vais peut-être faire des petites modifications finales de mixage. Mais voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on y va. S'il y avait bien une chose qu'on pouvait dire sur Louis Bonnard, c'est qu'il avait le don de ne pas se faire remarquer. Alors que le monde entier continuait de vivre sa vie, personne ne semblait préoccupé par son arrivée à l'hôpital. Immobile, il se tenait là, couché, le regard fixé sur les dalles qui composaient le plafond et ébloui par les néons blancs typiques des hôpitaux. Il n'avait pas la télévision. Il savait très bien que c'était une question de minutes avant qu'il s'en aille pour toujours et rejoigne les étoiles. Si tant est qu'on pouvait croire en une telle chose. Louis ne croyait pas en grand-chose de son côté, et d'ailleurs, il n'avait jamais cru en quoi que ce soit. Pour sa mère, c'était un souci de ne pas croire au ciel, tant son éducation avait été bercée dans une méthode conservatrice qui allait jusqu'à inquiéter son mari. Si ce dernier appréciait une éducation tournée vers Dieu et le paradis, il n'appréciait pas l'ambition des prières quotidiennes de sa femme, et comment elle poussait, forçait, ses enfants dans le chemin de la croyance coûte que coûte. Le baptême avait été une formalité, mais à présent, la mère de Louis voulait à tout prix que son fils fasse sa première communion, mais il refusait. Le principe était de dire « je crois en Dieu » devant une assemblée, et plus le temps passait, plus Dieu lui semblait être une invention rassurante, mais une invention tout de même. Son esprit critique se forgeait, et avec ça, une rationalité à toute épreuve. Sa mère n'aimait pas du tout ça, tandis que son père voyait en son fils un souci de tout voir de la manière la plus cartésienne possible. Le second degré était une science occulte pour Louis, et il ne comprenait que très peu les sarcasmes qu'on lui lançait de temps à autre. Sa mère appréciait cette façon de s'accrocher à la terre, mais déplorait tout de même l'absence de croyance dans son quotidien. Louis, lui, était de plus en plus heureux, au fur et à mesure qu'il était de plus en plus lui-même. Pour sa sœur de 4 ans, son aîné, il était fatigant car il semblait ne rien comprendre. Ayant grandi dans le même établissement scolaire, on l'accablait, avec des réflexions sur son frère inattentif en classe, sur son frère qui ne comprenait rien, sur son frère qui posait trop de questions, sur son frère qui fatiguait les professeurs, les élèves et toute l'équipe pédagogique. Quand la bonne chose à faire était de prévenir peut-être les parents pour trouver une solution de manière collective, l'intégralité des adultes se focalisait sur sa sœur afin de lui faire part de l'attitude de son petit frère qui n'avait rien demandé à personne. Alors, quand elle sortit enfin du cursus scolaire habituel, elle découvrit un monde sans son frère. Sans l'agacement des adultes concernant son comportement déconnecté de toute réalité, le quotidien familial avec Louis était compliqué. Chaque interrogation qu'il partageait, chaque remarque qu'il faisait, agaçait sa sœur jusqu'au point qu'elle décida de simplement l'ignorer, de le rayer de sa vie. Il existait pour les autres, pas pour elle. Il parlait parfois, elle ne l'écoutait pas. Il grandissait, anniversaire après anniversaire, sans jamais un mot de sa sœur. Pour sa grand-mère, Louis était un petit miracle tant elle voulait des petits-enfants. Mais l'attitude prétentieuse et détachée de sa sœur avait tendance à la fatiguer, tandis que l'esprit si particulier de Louis la fascinait. Si elle leur offrait des choses de manière égale, elle ne pouvait s'empêcher d'apprécier le comportement de son petit-fils plus que de sa petite-fille. La façon dont il se rebellait face à l'attitude conservatrice de sa belle-fille, et ses remarques toujours plus pertinentes les unes après les autres. Et qu'est-ce qu'il en savait des choses? À chaque sujet, Louis se chargeait de partager une anecdote, qui avait tendance à fatiguer le reste de la famille quand sa grand-mère appréciait apprendre de nouvelles choses. À chaque nouvelle information, elle se disait qu'elle mourrait moins bête. Quand elle rejoignit les étoiles alors que Louis avait 9 ans, un sourire composait son visage, heureuse d'avoir appris autant de choses en fin de vie.
Pour son voisin Esteban, Louis était une aubaine tant il avait toujours un stylo, ou une copie double, ou une cartouche d'encre à lui donner quand lui n'avait jamais la totalité de ses affaires. Son voisin le fournissait en toutes ces choses sans broncher, sans se plaindre, juste Louis donnait, sans se douter qu'il vidait ses propres réserves et qu'il risquait peut-être de se faire réprimander par sa mère. Au fur et à mesure qu'Esteban oubliait ses livres et que les deux devaient partager celui de Louis, ils se rapprochèrent et finirent par tout faire ensemble. Ils découvrirent rapidement ne pas habiter loin l'un de l'autre, alors ils se rendaient au collège ensemble, puis ils rentraient tous les deux en discutant de tout et de rien. Louis avait toujours une remarque à faire, toujours une anecdote à dire, et Esteban appréciait en apprendre en compagnie de son voisin de classe et de vie. Le jour où Louis dut se rendre à l'enterrement de sa grand-mère, il laissa son voisin dans une solitude certaine. Personne pour aller au collège, personne pour lui prêter un livre ou suivre les cours, personne pour discuter en rentrant de classe. C'est à cet instant, lors de ce jour précis, qu'Esteban se rendit compte que Louis était peut-être, sûrement, inévitablement, son meilleur ami, et il espérait pour toujours. Pour Monsieur Vautier, Louis ne valait rien, tout simplement. Il ne comprenait rien, posait des questions inutiles, son esprit était bloqué, et il le lui faisait savoir, si tant est que l'élève alors faisait reposer sa tête contre la vitre froide de la classe pour regarder passer les nuages pendant la leçon de choses. Mais ça non plus, Monsieur Vautier n'aimait pas. Il n'appréciait pas quand il parlait, il détestait quand il rêvait. Il était agacé de le voir bavarder, mais tout aussi découragé de le voir écrire soigneusement ses leçons. En bref, Louis était dans son collimateur. Une pensée sur ce poème, Monsieur Bonnard ? Demandait-il de temps à autre quand il voyait pertinemment qu'il n'avait pas écouté. Louis lui avait fait la remarque qu'il n'interrogeait jamais les élèves qui voulaient participer, mais que les discrets, les invisibles, ceux qui ne faisaient aucun bruit dans l'ombre de la classe. Monsieur Vautier récompensa cette observation par plusieurs heures de retenue. Il se coltina cet élève pendant 4 ans, 4 longues années, où le moindre souffle qui pouvait sortir de sa bouche avait le don de l'épuiser. Pour Ahmed, en voilà un nouveau jeune qui se croyait tout permis. Sur le boulevard, il devait partager la bande prioritaire avec des cyclistes totalement inconscients, notamment des jeunes qui venaient d'avoir leur vélo pour Noël. Janvier était là, le chauffeur de taxi devait renflouer son porte-monnaie après avoir dépensé tout son salaire dans le cadeau de ses enfants, et en face, un gamin sur son vélo le ralentissait. Impossible de le dépasser. Les appels de phare et les klaxons ne firent rien, il restait là au milieu de la file prioritaire et ne voulait décidément rien faire pour laisser passer le taxi comme il se devait. Ahmed perdit patience et accéléra en se collant sur la gauche, mais au même moment, le cycliste tourna dans la même direction. Mais bien sûr, sans signalement au préalable. La collision fut inévitable, mais tout drame fut évité. Il vit le gamin de 16 ans à peine être jeté sur son pare-brise, et quand Ahmed sortit de son véhicule, il n'eut qu'un mot « Putain, mon pare-brise !» Tandis que le reste de la population s'était jeté sur l'adolescent fautif. Le chauffeur de taxi prit quelques insultes, vit qu'il était inutile de discuter et s'en alla. Plus tard, dans la journée, il remarqua une légère fissure en haut à droite, et Ahmed était certain qu'il n'y était pas quand il avait repris son activité le matin même. Pour Benoît, Louis était un casse-cou qui lui rappelait son enfance. Le refus de porter un casque, de faire attention au feu, aux gens, et finalement, à sa propre vie. Quand il vit arriver Louis dans son atelier, il n'eut qu'une pensée « Encore ?» Et il n'eut pas à la verbaliser. Louis hocha la tête de lui-même. Il lui raconta que ce n'était pas de sa faute, qu'un taxi trop pressé l'avait dépassé par la gauche sans prévenir, mais Benoît n'y croyait plus. Ce jeune homme avait été trop de fois dans trop d'accidents pour que ce soit réellement la faute des gens sur la route. Il aurait aimé être avide d'argent et n'y voir en lui qu'un portefeuille sur pattes qui réglait toutes ses réparations, mais Benoît appréciait Louis, sincèrement. Il l'appréciait car ce gamin avait l'air intelligent, bon sauf sur la route, mais surtout, il aimait ses remarques, toujours piquées, sensées. Comment une petite amie pourrait se glisser dans le quotidien de Louis, tant débattre ou discuter ou même se disputer paraissait être un calvaire. Pour Madame Le Seine, il s'agissait d'un élève parmi tant d'autres, mais il avait réellement le sens du rythme, mais aucune oreille musicale. Lors des dictées, il n'avait aucune note de juste, mais dès qu'il s'agissait de reproduire un rythme à la baguette, alors Louis était un véritable petit prodige. Cependant, il ne voulait pas continuer la musique, et quand Madame Le Seine lui demanda « Pourquoi ?», il répondit être passionné par la natation plus que par la musique. Pour elle, c'était des balivernes, et il ne fallait surtout pas qu'un enfant aussi doué, potentiellement un futur grand batteur ou percussionniste, rate le coche. Alors, elle convoqua les deux parents qui répondirent présents, inquiets au premier abord d'être amenés là par des problèmes que Louis aurait causés.
Mais Madame Le Seine les rassura et expliqua le talent merveilleux de leur fils pour le rythme et qu'il serait bête d'arrêter la musique. La mère ne fit aucune objection à garder la musique comme activité extrascolaire au lieu de la piscine, mais le père essayait de s'imposer, expliquant que Louis aimait vraiment nager. Peu importe pour les deux femmes, Louis devait continuer la musique, coûte que coûte. Pour Sophie, elle trouva la fleur dans son sac, mais savait parfaitement qu'il s'agissait d'un cadeau de Louis. Il lui parlait de temps à autre, et hormis Esteban, il ne parlait à personne. Il semblait constamment terrifié par le reste du monde, sauf son amie et elle, donc, Sophie Delgado. Elle trouva la fleur, et jugea d'abord qu'offrir un cadeau pour la Saint-Valentin, alors qu'ils avaient l'âge de passer le bac, était un peu ridicule, mais rapidement, elle se laissa emporter par les émotions, et sourit. Une larme même transperça son regard posé sur la fleur, et coula le long de sa joue pour tomber sur son pantalon blanc, et y faire une petite tache humide. Sophie avait sous-estimé le pouvoir des petites attentions. Le lendemain, elle tenta de voir Louis avant le premier cours, mais le rata. Et en sortant, ce fut la même mascarade. Il l'évitait, c'était sûr. Passé quelques jours où il ne lui parlait plus, Sophie abandonna l'idée d'en savoir plus concernant ce garçon et resta sur sa position que Louis ne serait et resterait à jamais, simplement, le garçon qui lui avait offert une fleur au lycée. Pour Madame Renaud, ce gamin ne comprenait rien. Alors qu'elle expliquait à Louis le sens des différents couloirs de l'université dans son cursus de musicologie, l'étudiant semblait perdu. Jusqu'au moment où elle mentionna brièvement la piscine, devant laquelle il devait passer s'il voulait se rendre à son cours de 14h20. Aussitôt avait-elle parlé de ce lieu que le regard de Louis s'éveilla pour la première fois. Il posa par la suite plus de questions sur la piscine qu'il en avait posé pour ses cours officiels. Madame Renaud répondit calmement à chacune de ses interrogations, même les plus naïves. Et il partit. Elle ne le revit que très peu de fois par la suite, sortant de temps à autre, les cheveux encore mouillés et sentant toujours le chlore, et tenant tout de même dans sa main un sac d'ustensiles pour sa batterie. Mais qui était-elle pour juger un batteur qui aimait simplement nager ? Pour M. Dupuis, les pires élèves de sa bibliothèque étaient les musiciens. Soit ils avaient dans leurs oreilles de la musique qui débordait et résonnait, ou bien ils ne pouvaient s'empêcher de bouger, de murmurer, de taper. Sauf Louis. Il remarqua ce jeune étudiant car il avait constamment les cheveux mouillés et des baguettes de batterie dans les mains, mais jamais il ne tapotait son cahier. Jamais il ne murmurait un rythme. Il travaillait silencieusement dans ce lieu sacré, selon M. Dupuis, un miracle, une anomalie qui marqua sa carrière. Pour Isabelle, Louis était un de ces lecteurs silencieux, peu bavards, mais qui lui remplissait les caisses à une certaine vitesse. Avec lui, c'était 2 à 3 livres par semaine, et les rares fois où il se mettait à ouvrir la bouche pour parler, on comprenait clairement qu'il avait bel et bien lu les livres achetés, qu'il ne les avait pas gardés sur une pile de livres à lire qui grandissait à vue d'œil. Louis était passionné par la fiction, et aussi par des livres sur la natation. Isabelle, loin d'être une grande sportive et connaisseuse du domaine, ne comprenait pas bien ce qu'il pouvait bien apprendre, mais il achetait souvent un livre de chaque. Un qui racontait une histoire, un autre qui expliquait la natation. Pourtant, elle remarqua un jour qu'il avait des baguettes de batterie sur son dos. Et elle se demanda un instant pour quelle raison il n'avait jamais acheté un seul livre autour de la musique. Pour Pamela, le nouveau professeur de batterie était très mignon. Elle travaillait au conservatoire pendant ses études de graphisme et était tombée sur ce nouvel enseignant qui, lui, terminait des études de musicologie et avait décidé d'enseigner la batterie en même temps. Elle l'entendait accueillir ses élèves avec un grand sourire, mais avait tout de même du mal à le cerner lorsqu'il se présentait le matin. Il adoptait un ton froid, distant, mais qui, pour elle, avait un certain charme. C'est après des semaines à se languir et espérer être remarquée par Louis qu'elle se lança, alors qu'il récupérait un courrier qu'un parent lui avait adressé. Elle tenta sa chance en lui proposant un rencard d'ici quelques jours, dans un restaurant qui faisait, selon elle, de super burgers. Il était clairement étonné par la proposition, mais accepta tout de même. Puis, il s'en alla donner cours, tandis que Pamela appela toutes les personnes qu'elle avait gavées avec ce nouveau professeur de batterie mignon. Pour le concierge, c'était un employé agréable à vivre, tant il laissait constamment sa salle de classe dans un état impeccable. Tous les autres professeurs avaient pour habitude de laisser traîner un gobelet en plastique ou un mouchoir usagé. Pas Louis. Tout était nickel.
C'est pour cette raison que quand il vit un papier dans la corbeille, il fut étonné. Sa curiosité maladive le poussa à le lire et il vit donc que Louis n'avait pas été diplômé par son cursus de musicologie. Tout simplement. C'était une lettre de refus. Mais au lieu de garder ce précieux document, il avait décidé de le jeter. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Il aurait aimé en parler à d'autres, mais cela aurait voulu dire admettre qu'il avait fouillé dans sa poubelle. Finalement, le concierge prit le papier froissé et le jeta parmi les déchets en se disant que cela ne ferait de mal à personne. Pour Arnaud, il disparut du jour au lendemain. Cet étudiant au fort potentiel, qui venait presque tous les jours à la piscine, disparut sans prévenir qui que ce soit. Surveillant depuis 5 ans, il adorait le voir venir et faire ses longueurs, mais surtout, il aimait son abnégation. Il ne parlait pas, ne chahutait pas, ne discutait pas, il nageait, et c'est tout, des heures durant. Alors, quand il ne le vit plus pendant 2 semaines entières, il perdit espoir, et jugea tout simplement qu'il devait en avoir terminé avec son cursus scolaire, et qu'il était sûrement sorti de là, diplômé comme un chef. Pour la serveuse, ils étaient très mignons tous les deux, et c'était évident qu'il était question de leur premier encart. C'était la fille qui semblait nourrir la discussion, mais à chaque passage, le garçon semblait agrémenter la conversation d'anecdotes toujours plus intéressantes les unes que les autres. Et ces anecdotes et autres faits insolites qui lui apprenaient donnaient lieu à des rebondissements intéressants dans l'échange. Leur table était modeste, mais si elle avait été la patronne, elle leur aurait offert un petit verre pour donner de l'élan à leur couple naissant. Au détour d'un changement de verre et d'une récupération d'assiettes vides, elle entendit parler de piscine, de cinéma, de la mer, du soleil, et les deux semblaient s'entendre sur l'intégralité des sujets. Le sourire de la jeune fille était sincère, tandis que celui du garçon avait mis du temps à faire son apparition. Si elle était clairement amoureuse, il lui fallut la fin du rencard pour se prononcer. Mais lorsqu'il prit en charge l'intégralité de l'addition avec un air aussi joyeux, la serveuse sut que les deux tourtereaux étaient une affaire pliée. Pour le maire, c'était un tout petit mariage. Le marié n'avait même qu'un seul témoin, un certain Esteban, qui avait pris en charge l'intégralité de la préparation de la cérémonie. C'est bien simple, le maire avait eu plus d'échanges avec le témoin qu'avec le couple. La cérémonie était classique, loin des extravagances de certaines personnes qui misaient plus dans cette fête que dans leur vie à deux. Louis et Pamela avaient choisi un petit mariage pour pouvoir gâter l'accident, ou du moins l'enfant, qui grandissait dans le ventre de la mariée. Sous sa robe blanche, on pouvait apercevoir une petite rondeur au niveau de son ventre, une rondeur qui dépassait celle de la simple gourmandise. Tout se passa sans problème. Les vœux furent partagés, les formules officielles furent prononcées, et voilà un nouveau couple de mariés. Le maire s'en alla assez rapidement, laissant la vingtaine de personnes présentes vagabonder à leurs occupations. Il avait plusieurs dossiers encore frais sur son bureau, et pensa qu'il serait peut-être temps de déléguer les cérémonies de mariage à quelqu'un d'autre. Pour Étienne, ce n'était pas la meilleure fête à laquelle il avait eu la chance d'être invité. C'était le printemps, la saison idéale pour célébrer les amours des uns et des autres, et le voilà, à nouveau rendu à un mariage au bord de la mer où il ne connaissait personne, mais surtout où personne ne le connaissait. C'était à oublier qu'il avait invité à la base, surtout que cette fête semblait être intimiste et loin d'être un banquet opulent. Le marié, maigre et timide, le regardait de temps à autre comme pour demander qui Étienne pouvait bien être. Si lui ne savait pas d'où venait Étienne, Étienne ne savait pas pourquoi il était venu en premier lieu. Mais il profita tout de même du champagne, de la musique et récupéra au passage le numéro du témoin, pas tout à fait célibataire, mais définitivement intéressé. En voiture, sur le chemin du retour, Étienne ne put s'empêcher de penser que ce fut, somme toute, une bien belle soirée. Pour Sacha, son père était toute sa vie, mais il restait une figure mystérieuse. Si le fils se chargeait de le suivre à chaque séance de piscine, le silence dans le foyer était incompréhensible selon l'enfant. L'un de ses camarades de classe avait une mère pianiste et leur maison était constamment bercée dans une musique qui ne s'arrêtait jamais. Chez Sacha, fils unique, c'était le silence. On ne disait rien, on ne parlait pas. Et les seuls moments où il croyait voir son père fier et heureux et ravi d'être à un endroit étaient lorsqu'ils allaient tous les deux à la piscine, lorsqu'ils nageaient ensemble. Sacha mit du temps à comprendre que son père enseignait la batterie, sans réellement la pratiquer. Et au fur et à mesure des années, il vit son père nager de plus en plus seul et de plus en plus fréquemment, jusqu'au point où il n'invitait même plus son fils pour l'accompagner. Un homme qui était toute sa vie devint un étranger qu'il ne connaissait que trop bien.
Pour Maître Joubert, il s'agissait d'un divorce parfaitement convenable, et ça, grâce au mari qui était resté absolument passif quant à sa propre séparation. Ils ne se battirent ni pour le mobilier, ni pour l'enfant, ni pour l'appartement. Le couple ne se disputa tout simplement rien. Tout était clair comme de l'eau de roche pour tout le monde. Même pour leur fils qui ira, c'était conclu chez la mère. Le père n'y voyait aucune objection. Mais en regardant de plus près le visage de cet homme, il voyait un regard dénué de toute joie, de toute vie. Il ne souhaitait pas s'avancer, mais cette personne n'allait clairement pas bien. Mais après tout, il était avocat, pas docteur. Pour le docteur Laroche, c'était la première fois qu'il annonçait un cancer à un de ses patients. Il n'oublia jamais que celui-ci ne réagit tout simplement pas, simplement une simple onomatopée, et il s'en alla après avoir signé le chèque pour la consultation. Pendant un temps, le docteur crut que c'était peut-être aussi facile que ça, que d'annoncer un cancer à un de ses patients, mais ses confrères le rassurèrent en lui expliquant que M. Louis Bonnard était une anomalie. La majorité posait des questions, pleurait, ou alors restait là, impuissant. Mais il ne partait pas tout de suite. M. Bonnard, lui, s'était levé avec douceur et sérénité. Chacun de ses gestes était doux, puis il est parti, en fermant doucement la porte. Malgré le fait que le docteur Laroche lui avait bien précisé de revenir le voir pour organiser la suite du traitement, ce fut la dernière fois qu'il y croisa le regard de Louis Bonnard. Une partie de lui, la plus rationnelle, savait parfaitement pourquoi, une autre espérait qu'il avait déménagé, ou toute autre explication rassurante qui aurait expliqué son silence. Pour Joseph, son professeur de batterie avait la tête ailleurs. Il n'était jamais en rythme, cherchait constamment ses mots, mais surtout ponctuait chacune de ses phrases par une épaisse toux qu'il essayait d'éviter à chaque fois. Mais Joseph aimait la batterie, et voir un professeur somnolent comme l'était M. Bonnard le décourageait et lui faisait comprendre que ses parents payaient un service inutilement. Alors, il en parla à sa mère qui envoyait un mail au conservatoire. Aussitôt, le conservatoire répondit quelque chose de poli, de convenu, et qui promettait une amélioration. Cette amélioration fut soudaine. Joseph changea de professeur la semaine qui suivit. Pour Rachel, c'était le nageur le plus régulier qu'elle avait croisé. Elle l'avait d'abord vu venir souvent avec son fils, mais là, cela faisait quelques mois qu'il plongeait seul. Elle l'observait faire longueur après longueur, il semblait ne jamais fatigué. Puis, il sortait, se douchait et partait. Il marmonnait une salutation en entrant et en sortant, mais rien de plus. Et son fils ? Qu'en était-il de son fils ? Rachel s'attachait à ce client comme s'il était un repère de sa propre présence en tant qu'employé dans cette piscine publique. Et elle se projetait. Elle aurait aimé qu'il lui explique le pourquoi de sa solitude, et pourquoi il multiplie les longueurs sans broncher pour tousser ensuite en remontant l'échelle, une toux grasse, volumineuse, malade. Mais ce n'était pas le métier de Rachel, malheureusement. Alors elle laissa passer le temps et un jour, il partit pour la dernière fois, mais ça, elle ne le réalisa que trop tard. Pour l'infirmière Renée, on avait accueilli un patient comme les autres. Peu bavard, il avait réussi à avoir sa propre chambre, mais il ne payait même pas pour avoir les chaînes de télévision. Il restait là, couché, le regard fixé sur les dalles qui composaient le plafond, et elle ne comprenait pas comment il ne pouvait pas être ébloui par les néons blancs typiques des hôpitaux. Le jour où Louis arriva, Renée venait de se disputer avec son compagnon. C'est l'esprit toujours dans les nuages de cette conversation passée qu'elle remarqua le corps inerte de son patient, Louis Bonnard. Son sang ne fit qu'un tour, son esprit effaça tous ses soucis personnels et elle se rua dans la chambre pour voir que M. Bonnard s'était tout simplement éteint dans son sommeil. L'épuisement d'avoir essayé de battre un cancer peut-être ? Sûrement. Elle n'en savait rien. Elle prévint les personnes compétentes et s'en alla voir un autre patient qui la demandait et qui était vivant, lui. Pour Père François, c'était l'enterrement de trop. La vie était compliquée, sa foi constamment remise en question par les aléas de la vie quotidienne, et voilà qu'il voulait simplement renoncer à son activité religieuse. Mais il s'était engagé sur cet enterrement, celui d'un certain Louis Bonnard. Le dernier est Jorambal, disait-il à tout le monde. Père François fut d'autant plus agacé quand il remarqua qu'il n'y avait pas plus de 10 personnes présentes pour ce Louis Bonnard. Autrement dit, la quête serait mince. Chaque phrase était automatique,
manquait d'intention. Il ne savait rien sur cet homme et son entourage semblait aussi perdu que lui. Il parla de sa passion pour la musique qui avait guidé sa vie et pas grand-chose d'autre. Chaque prière n'en était pas une, il réfléchissait à ce qu'il allait faire après sa vie religieuse. Il ne voulait plus prier, il ne voulait plus chanter, mais il fit ces choses une dernière fois, tandis qu'on enterrait le cercueil de Louis Bonnard au fond de son trou. Après cette cérémonie, liberté. Dans sa tombe, Louis ne pensait plus. Il ne vivait plus. Pourtant, en se concentrant assez fort avec lui, on pouvait observer un seul et unique regret. Celui d'avoir été enterré, 6 pieds sous terre, et non emporté naturellement par la mer. Sans un bruit. Sans se faire remarquer. Et voilà, merci beaucoup d'avoir écouté / regardé cette vidéo. Il y a plusieurs choses. Déjà, vous pouvez me suivre sur YouTube, évidemment. Vous pouvez suivre ce podcast. Le lien est dans la description sur vos plateformes préférées, Apple, Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez. Et également, vous pouvez me suivre sur Instagram et TikTok. Je donne des news et il va y avoir du contenu vertical exclusif qui va arriver un peu dans le même genre, beaucoup plus court, mais un peu dans le même genre. Voilà, ça vous intéresse. Également, le texte littéraire est disponible sur Patreon, gratuitement. Vous pouvez me soutenir sur Patreon en donnant un petit peu de sous, mais vous pouvez aussi simplement vous inscrire gratuitement et vous aurez le droit au texte, tout simplement. Et la troisième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois juste que je vais en faire d'autres en fait. Il y a 6 épisodes, c'est une anthologie, donc chaque épisode sera différent. Prochain épisode la semaine prochaine pour quelques petites morts. Et après d'autres surprises, d'autres séries audio avec d'autres personnes. Je vous dis à très vite. J'espère vraiment que ça vous a plu. Portez-vous bien et restez vivants. Ciao.